Jacques Potier, professeur des universités, directeur de l'Institut des langues et des études internationales de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, nous a donc rejoint. Bonsoir à vous. Merci de venir sur ce plateau. Vous êtes pile à l'heure pour évoquer l'apprentissage de l'anglais durant les prochaines minutes. Pour bien comprendre ce sujet, un chiffre tout d'abord, 17. La France arrive 17e sur 44 pays de par son niveau en anglais. L'étude d'Education First, société d'enseignement linguistique, porte en effet sur 44 pays à travers le monde où l'anglais n'est pas la langue maternelle. Comment expliquer ce mauvais résultat, ce mauvais chiffre, 17e sur 44? Comment ça s'explique? Pourquoi les Français sont si mauvais dans l'apprentissage des langues? Et l'anglais en particulier. Les professeurs doivent être tout à fait assez bons. Mais enfin, vous faites votre autocritique alors? Oui, bon, il faut commencer par ça. Mais bon, il y a sûrement des tas de raisons diverses. Il y a dans les conditions d'enseignement de l'anglais dans les collèges et dans les lycées, des grandes classes où l'anglais est considéré comme une matière comme une autre, ou les langues d'ailleurs, c'est pas que l'anglais, considéré comme une matière comme une autre. Or, l'anglais ou les langues, c'est quelque chose qui a à voir avec quelque chose de très intime. Après tout, on apprend sa langue maternelle avant même d'être né, paraît-il. Hein, donc, on l'apprend avant même d'être né parce que justement, apprendre une langue étrangère, c'est lié à l'accoutumance à des sonorités. Donc, il y a tout un mécanisme qui relève du corps, finalement. C'est pas seulement un apprentissage de savoir ou de compétences comme peuvent l'être d'autres matières. Frédéric Ballner, vous allez nous dire également comment vous voyez la situation. Vous êtes le directeur des écoles des petits bilingues. C'est un établissement qui va ouvrir son 48e, 49e centre sur la ville d'Elancourt prochainement. C'est également pour ça que vous êtes venu ce soir sur le plateau. Comment vous l'expliquez, vous, ce mauvais résultat? C'est ça, il faudrait parler avant même la naissance de l'enfant, par exemple, l'anglais? Absolument. Les dernières études scientifiques montrent que c'est même avant la naissance de l'enfant. Ce sont dans les 3 derniers mois de la grossesse que le fœtus commence déjà à être imprégné de la rythmicité, de la musicalité de sa langue. Et c'est sur la base d'ailleurs de ces études scientifiques que nous-mêmes, au niveau des petits bilingues, nous avons mis en place, il y a un peu moins de 2 ans de cela et 1 an au niveau de notre déploiement national, une dynamique d'apprentissage, une pédagogie tout spécialement orientée vers l'enfant dès l'âge de 1 an maintenant. Parce qu'effectivement, l'enfant, j'ai envie de dire presque, plus il est jeune, plus il est doué pour l'apprentissage des langues. Et j'ai aussi envie de parler d'un temps presque Mozart, c'est-à-dire que l'enfant, avant 7 ans, parce que physiologiquement, au niveau de ses muscles audio et vocaux, il n'est pas encore mature, il est doué d'un potentiel extraordinaire vu de la vision d'un adulte. Il est quasiment totipotent, et c'est pour ça que je parlerai presque de l'enfant Mozart. Et donc, cette première période de vie entre 0 et 7 ans, eh bien, il faut l'utiliser au maximum parce que l'anglais est une des clés évidentes, indispensables, incontournables pour une vie professionnelle active. J'ai envie de dire demain, évident, mais dès aujourd'hui. Jacques Potier, je vous voyais acquiescer par rapport à ce qui était dit, mais apprendre dès l'âge d'1 an, c'est pas perturbant pour les mécanismes du cerveau, par exemple, pour un enfant? D'entendre parler 2 langues, il va assimiler parfaitement les deux? C'est un petit peu étonnant, mais apparemment, oui, ça fonctionne. Hein. Ça paraît pas rationnel, mais effectivement, c'est comme ça qu'on constate que ça fonctionne avec les enfants qui sont exposés à ce genre d'expérience. Donc, ça fonctionne, effectivement. Je ne savais pas qu'on pouvait pousser jusqu'à 7 ans. Moi, j'avais gardé plutôt la limite des 3 ans, et je pensais qu'à partir de 3 ans, ça commençait déjà à se bloquer un petit peu au niveau auditif. Donc, mais l'initiative est effectivement complètement dans le bon sens. Je suis désolé, nous, à l'université, on intervient beaucoup trop tard. Oui, vous intervenez, alors pour les beaucoup plus grands, des élèves d'1 an, vous en avez finalement assez peu du côté de l'université. On fait beaucoup de choses à l'égard des scolaires aussi pendant les vacances, mais même les scolaires avec lesquels on intervient ont quand même déjà 13, 14, 15 ans. Parce qu'il y a tout effectivement un travail qui est mené pour les un peu plus grands du côté de l'Université de Versailles-Saint-Quentin sur l'apprentissage des langues, notamment de l'anglais, qui nous intéresse ce soir. Anne Capio, je me tourne vers vous également. Vous êtes maire adjointe d'Elancourt en charge de la réussite scolaire. Alors sans rentrer dans un conflit autour de cette refondation de l'école, en plus il y aurait forcément beaucoup de choses à dire, mais c'est un autre sujet. Voilà, on n'est pas tout de même un peu dans un échec du système, dans la façon d'appréhender l'apprentissage des langues, par exemple? Il fallait repenser la chose et c'est pour ça que vous avez décidé de faire appel à une autre structure qui va ouvrir en marge de l'école. C'est en plus pour les parents qui voudront s'y inscrire.
Oui, puisque nous, depuis à peu près 10 ans maintenant, sur Elancourt, le maire Jean-Michel Fourgousse a mis en place un programme d'école numérique qui est maintenant très connu. Et en fait, l'accueil des petits bilingues sur Elancourt est un peu la continuité de notre programme d'école numérique. Un récent sondage sur Elancourt montre que les Elancourtois ont plébiscité la réussite scolaire en troisième point après la sécurité et l'emploi. Donc, c'est une préoccupation première. L'anglais est une compétence avec le numérique qui va être demandée aux enfants, évidemment, de plus en plus dans leur milieu professionnel. Et l'anglais est évidemment une compétence majeure. Dans les écoles, actuellement, nous avons mis en place les cours d'anglais par visioconférence, mais on croit beaucoup à la pédagogie mixte, qui est une pédagogie en classe et hors classe. Et donc, l'accueil des petits bilingues va permettre aux Élancourtois de pouvoir avoir un service d'apprentissage de la langue supplémentaire à ce qui est les cours qui sont donnés pendant l'école. Mais je vais quand même faire une parenthèse. Ce sera forcément ouvert pour des familles qui auront les moyens d'inscrire leurs enfants. Effectivement, les tarifs vont varier en fonction des formules choisies, que ce soit un stage pour les week-ends, que ce soit une inscription tout au long de l'année sur une trentaine d'heures à peu près dispensées sur l'année. Mais il faut tout de même inscrire ces enfants et ça a un coût supplémentaire. Alors, déjà, dans le partenariat que nous avons monté avec les petits bilingues, il y a un tarif préférentiel qui est réservé aux Élancourtois, ainsi qu'une priorité d'inscription pour les Élancourtois. Et à l'intérieur de notre partenariat, les petits bilingues ont eu cette super idée d'offrir à la ville d'Élancourt 5 places toutes les 50 inscriptions. Et nous, ces 5 places-là, on les réservera bien sûr à des familles qui sont en difficulté et pour leur permettre aussi d'avoir accès à ces cours. Ils n'auront pas à payer l'inscription de leurs enfants. Et c'est pour nous un excellent moyen d'égalité des chances et d'accès à tous à l'apprentissage de l'anglais. L'école des petits bilingues qui va ouvrir ce mois-ci, d'ici la fin du mois, après les vacances, en tout cas de mars, ça c'est sûr, du côté de la ville d'Élancourt. Ce sera dans les locaux de l'ancienne école privée Sainte-Thérèse, justement, qui a déménagé aujourd'hui dans des nouveaux locaux. On en avait d'ailleurs parlé sur cette antenne. L'école qui n'est pas ouverte uniquement aux Élancourtois et Élancourtoises. C'est ouvert à toute la population qui voudra bien s'y rendre. On va juste faire une petite pause pour justement aller vous poser cette question. Écoutez vos réponses. Apprenez-vous l'anglais à vos enfants? Avez-vous déjà de bons réflexes? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'anglais partout, tout le temps, quand on voyage. Oui, je leur ferai apprendre des langues, pas nécessairement l'anglais. Je pense qu'il faut un peu lutter contre cet automatisme de faire apprendre l'anglais à nos enfants. Il y a d'autres langues utiles comme le chinois, l'allemand, le japonais, l'espagnol. Oui, je pense à l'école. Après, oui, ça me paraît pas mal, parce que comme c'est une langue internationale, qui s'utilise partout, donc oui. Je dirais 11 ans en 6e, parce que ça, beaucoup disent 6 ans en CP, mais en CP, on a déjà du mal à parler le français, donc pour moi 11 ans comme ils font d'habitude, ça me paraît très bien. Et je pense que les premières années sont les plus importantes pour la plupart des choses importantes dans la vie, et notamment pour l'anglais, qui est très utile de nos jours. Tout le monde fait le même constat, il faut apprendre l'anglais, il y a des efforts qui sont faits. On verra dans quelques années si effectivement ces efforts ont porté leurs fruits. À partir de quel âge en tout cas c'est perdu? Les jeunes que vous accueillez, les moins jeunes que vous accueillez à l'université? Ça n'est jamais perdu. C'est aussi ce que je voulais entendre ce soir pour rassurer peut-être ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui n'ont pas forcément entre 1 et 12 ans. Non, la difficulté c'est surtout au niveau de l'oral, de la prononciation, puisqu'on va reconstituer ce qu'on entend bien. Il se trouve que l'oreille est paresseuse et c'est tout simplement ça, dans les premiers temps de l'apprentissage, l'oreille est paresseuse et elle comprend dans son environnement qu'est-ce qu'il est important de garder. Et si elle entend que du français, elle garde les fréquences du français qui sont complètement différentes, ça tombe comme ça, des fréquences de l'anglais. Donc vous travaillez comment alors avec les étudiants que vous recevez dans votre centre ou même les gens qui ont une vie active aussi, puisque vous les aidez? Effectivement, il y a des méthodes pour essayer de rééduquer l'oreille justement à percevoir les fréquences de l'anglais britannique ou de l'anglais américain, qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait les mêmes. Donc on a des méthodes pour ça. Et donc ce n'est pas perdu, vous nous l'avez dit, c'est le message à retenir ce soir. Ce n'est pas du tout perdu, mais c'est vrai que c'est plus facile si on s'y prend très tôt. Et comment vous faites alors? À partir de 1 an, comment vous apprenez l'anglais à ces enfants de 1 an? Ils ne savent même pas marcher? Déjà, comme vient de le dire monsieur, nous les exposons à un environnement sonore
natif, donc avec des anglo-saxons. Et cette exposition à cet environnement sonore, plus l'enfant est jeune, plus il est naturel. C'est-à-dire que l'espoir n'est jamais perdu. Mais par contre, plus on avance en âge, plus l'effort va être considérable. Le jeune enfant, ça va être une sorte de perméabilité naturelle, perméabilité magique. Donc sur l'enfant de 1-3 ans, effectivement, nous allons l'exposer à cette musicalité, à cette rythmicité. Et à partir de 3 ans, avec la prise de conscience progressive de l'enfant dans son environnement, nous allons, par des activités totalement adaptées à son âge, lui permettre de faire de l'anglais finalement sans s'en rendre compte. Donc ce sont des activités au sein d'un groupe d'enfants, 10 enfants en moyenne, qui vont partager par écart d'âge de 1 an maximum, donc 2 ans par 2 ans, qui vont partager 4 à 6 activités par atelier. Toutes ces activités étant menées par une anglo-saxonne avec cette langue de partage qui est l'anglais. Donc ils vont faire de l'anglais sans s'en apercevoir. Ce que nous allons essayer de leur donner, c'est surtout le plaisir. Et là, j'ai envie de dire que le plaisir, c'est un des vecteurs en termes d'efficacité d'apprentissage le plus important. Et on va rétablir les équilibres qui, là, est aussi efficace et aussi essentiel chez l'adulte que chez l'enfant. Donc notre première démarche, ça va être d'instiller ce plaisir au niveau de ces groupes et que ces enfants, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, acquièrent cet amour de la langue anglo-saxonne, cet intérêt pour la culture anglo-saxonne qui fait aussi totalement partie et est au cœur de notre pédagogie, de façon à ce qu'à partir de 12 ans, lorsqu'ils vont rentrer dans des systèmes plus académiques, non seulement qu'ils se retrouvent avec un avantage considérable par rapport à cette compréhension, par rapport à cette oreille que citait monsieur, mais également avec cette dynamique de l'envie, du plaisir d'apprendre l'anglais, parce qu'ils auront compris que l'anglais est la clé d'accès à un monde international riche et évidemment passionnant. Dans votre cinquantaine de centres, environ 10 000 enfants par an qui passent, qui sont inscrits, qui suivent ces cours, une trentaine d'heures donc au cours de l'année scolaire, environ 5 000, c'est ce que vous me disiez également, qui participent au stage de vacances, donc uniquement hors période scolaire. Au-delà de tout ça, concrètement, un enfant qui rentre, qui ne sait pas du tout parler anglais, il sait s'exprimer couramment à la fin du stage, à la fin de l'année ? Alors à la fin du stage, certainement pas, si en particulier c'est son premier stage. Comment vous jugez en tout cas l'évolution et la réussite d'un stage ou d'une année d'inscription? Alors nous le jugeons par tout un ensemble d'indicateurs, c'est-à-dire que le premier des indicateurs est cette interactivité permanente, c'est-à-dire qu'à chaque âge vont être fixés des objectifs précis et qui vont toujours amener l'enfant à participer davantage au sein du groupe et au cœur des activités. Donc le très jeune enfant, évidemment, ça va être beaucoup plus une imprégnation en termes d'oreille, en termes de capacité de restitution progressive de sons. Monsieur indiquait tout à l'heure que les sons de la langue anglaise sont très différents de ceux de la langue française. Et ceci explique en partie cela. Et que l'oreille devient paresseuse. Donc nous allons travailler cette oreille de l'enfant de façon à ce qu'elle ne se ferme pas et de façon à ce que l'enfant puisse justement capter l'anglais très exactement comme sa langue maternelle. Ensuite, au fur et à mesure qu'il va grandir, eh bien, nous allons mesurer cette interactivité dans sa capacité d'expression au sein du groupe, dans sa capacité de questionnement par rapport au groupe, et donc finalement dans des échanges qui deviennent de plus en plus sur un comparable avec le monde adulte, c'est-à-dire simplement de prise de connaissance de l'autre, de capacité d'expliquer, de restituer son environnement, et de partager, d'échanger, ce qui est le principe, ce qui est le moteur même des langues. Et ce sont ces activités plaisir qui vont être le vecteur de cet apprentissage. Vous parliez des langues justement, et pas uniquement de l'anglais. Vous travaillez autour de l'anglais avec ces enfants, mais Jacques Potier, il faudrait faire la même chose sur l'ensemble des langues, justement, parce que ça fait beaucoup de cours auxquels inscrire ces enfants le week-end. Ils ne vont pas saturer, il faut faire des choix, je pense. Oui, sûrement. Je pense que de toute façon, les gammes de fréquences sont différentes suivant les langues, mais d'une certaine manière, si on accoutume l'oreille à l'anglais et au français, ça couvre déjà un large spectre dans lequel vont aussi se loger les autres langues. Donc après, par la suite, on sera plus réceptif à l'allemand, à l'espagnol ou autre? J'imagine qu'il y a des études plus précises qui ont été faites, mais d'expérience, c'est vrai qu'on sait que c'est la première langue étrangère qui coûte, et après, avec chaque langue nouvelle, ça devient plus facile.
Anne Capio, pour conclure ce plateau, l'école des petits bilingues va s'installer sur la ville d'Elancourt. Je redonne la date des portes ouvertes, il y en aura plusieurs, mais la première date c'est le 16 février pour voir un petit peu comment ça fonctionne et prendre un premier contact. Ensuite, il y aura des échanges avec d'autres structures de la ville, avec des écoles de la ville également, c'est le but? Tout à fait. Après, on pourra étendre ce partenariat à l'intérieur des écoles, peut-être organiser des stages avec nos enseignants pour leur apprendre diverses techniques d'apprentissage pour les jeunes enfants. Et puis, peut-être aussi au sein de nos centres de loisirs, parce qu'apprendre l'anglais, ça peut être aussi un plaisir et ça peut être un loisir. Et c'est bien ce qu'on entend faire dans nos centres de loisirs. L'école d'Elancourt des petits bilingues qui va ouvrir d'ici la fin du mois, portes ouvertes dès le 16 février, et puis pour les plus grands, l'Institut d'études de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci donc à nos 3 intervenants de ce soir. La suite du 7-8 de ce 6 février, toujours en